Bonjour à vous si vous nous rejoignez dans cette troisième et dernière partie de Vie à Nouveau. Le lundi, vous le savez, c'est une tradition, on s'occupe de vous, de votre développement personnel, de votre bien-être, de votre santé. Nos invités sont là pour vous donner leurs précieux conseils. Alors n'hésitez pas, prenez papier, calepin, stylo et commencez à noter. C'est fait? Tu es prête? Oui, je suis équipée. Bon, mais c'est bien. Et elle est où la feuille? Isabelle Foïs, bonjour, sophrologue, Toria Ménoir, coach en développement personnel, et Georges Mouch, masseur, expert en les réflexes. J'arrive pas à parler. Il n'y a pas un massage pour la bouche, non, réflexologie plantaire. Enlevez votre chaussure. Voilà, c'est ça. Bonjour à vous trois. Alors, Toria, la procrastination. Alors, moi, j'ai un problème. Je remets toujours au lendemain ce que je pourrais faire le jour même. Eh ben, c'est ça, la procrastination, c'est ça? C'est un petit peu ça, oui. Oui, mais encore. Alors, bonjour. Alors, ça vient donc du mot avant et crastinus, du latin, qui veut dire lendemain. Donc, effectivement, c'est l'excellence de mettre toujours au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. C'est ça. Voilà. Alors en fait, pourquoi remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même? Eh bien, c'est pas vraiment une tare, c'est simplement que ça renferme quelques petites peurs que l'on a acquis durant des années parce qu'on n'a pas forcément envie de faire les choses. On fait en fait une mise en arrière plutôt que d'une mise en avant. Peut-être vous-même, avez-vous procrastiné ces derniers jours? Oh oui, moi je procrastine tous les jours, moi. Au quotidien. D'accord. Bah écoutez, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Oh, ça se conjugue, hein. Nous procrastinons. Hein. C'est vrai. Ah ouais, c'est tellement mignon. On procrastine ensemble. Vous savez, il y a 49% des Français qui procrastinent au moins 1 heure par jour. Mais par exemple, 1 heure par jour, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant 1 heure, on pense à ce qu'on devrait faire et qu'on ne le fait pas? Non, ça veut dire que pendant 1 heure par jour, on ne fait rien. Ah, mais beaucoup plus alors. Mais c'est bien, il faut un petit peu procrastiner. Oui. Alors, il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui nous torture. Parfois, il est bon aussi de s'évader. C'est quelque chose qui est bon pour l'organisme. Voilà. Alors, moi, j'ai une autre question. Par exemple, c'est arrivé à tout le monde ici. Quand on est petit et qu'on a des devoirs à faire, et plutôt que d'en faire un petit peu tous les jours, on attend le dernier dimanche des vacances pour le faire. Voilà. Ou la veille de l'émission, par exemple. Ou une veille d'émission. Oui. Ça, c'est de la procrastination ou c'est un défaut d'organisation? Alors, effectivement, la procrastination, amène à un défaut d'organisation. Alors, effectivement, ce qui est bon, c'est s'organiser. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que les tâches soient, mises les unes après les autres pour que la montagne ne s'agrandisse pas et que vous puissiez avoir une meilleure vue de ce que vous avez à faire. Par exemple, admettons que vous ayez à faire votre comptabilité. Ouais. D'accord? Eh bien, au lieu de faire en sorte qu'à la fin du mois, vous ayez toute une comptabilité à faire, eh bien, vous organisez 1 heure par semaine, chaque semaine. Ainsi, votre comptabilité sera faite plus rapidement à la fin du mois. Ou alors, on attend que le banquier appelle. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. En fait, ce sont les tâches qui ne sont pas très funky à faire, c'est ça? Voilà. Très agréable à faire. Après, vous avez aussi la possibilité de pouvoir projeter des petites choses au quotidien pour que votre quotidien soit plus agréable. Par exemple, vous faire plaisir, essayer de projeter une tâche pas cool. Repassage, par exemple. Voilà, et une tâche cool. Vous voyez, comme ça, vous avez plus facilement des procrastinations sympathiques à faire et des procrastinations moins cool à faire. Bon, il y a un autre exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire encore pour mieux s'organiser, pour y remédier, quoi, on va dire? Alors, pour y remédier, tout à fait. C'est-à-dire que quand on a des peurs, il faut déjà peut-être essayer de les identifier. Par exemple, peut-être que nous avons peur, de la réussite. Ah. Voilà. Peut-être que nous avons peur aussi du succès. Peut-être que nous avons peur de l'échec. De l'échec, exactement. Peut-être de l'échec de fin de mois. Bon, oui, tout à fait. Il arrive parfois aussi que il arrive aussi parfois que nous n'avons pas confiance en nous. Vous savez, ce manque de confiance en nous. Alors,
il est possible que nous puissions travailler sur cela. Une fois que nous avons pris conscience, eh bien, il faut du temps aussi. Hein. C'est pas, Paris ne s'est pas fait en un jour. Donc, travailler sur sa confiance en soi est un bon moyen. Et puis aussi, prendre le temps de faire les choses. Si vous n'aimez pas le repassage, comme avait dit Caro, eh bien, c'est pas grave. Ne soyez pas perfectionniste. La perfection n'existe pas en ce monde. Donc, faites les choses que vous aimez faire et puis rêvez. Prenez le temps de rêver. Ok, voilà. Bon conseil, merci beaucoup Touria. On vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook, sur Instagram et sur d'autres réseaux sociaux également. On a vu la petite photo qui est passée. Georges, oui. Alors vous faites du bien au corps en stimulant les pieds. Les pieds. C'est la réflexologie plantaire, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, la réflexologie plantaire, c'est une technique d'acupression, ou plutôt de digitopression, donc avec le doigt, qui est issue de la médecine chinoise, issue de la culture chinoise il y a plus de 5000 ans. Ah oui. Donc, c'est une des branches de la réflexologie, parce qu'on distingue d'autres. On distingue la réflexologie palmaire sur la main, sur le visage, la faciale, l'auriculaire sur l'oreille. Oui. Et oui. Et il faut dire aussi que le pied en Asie, dans la culture traditionnelle chinoise, est très important. Pour eux, pour les Chinois, c'est le miroir de l'âme, les racines de l'être. Et étymologiquement, le mot pied en chinois signifie partie du corps qui sauvegarde la santé. Ah oui. Donc, ça passe par là. Ça veut tout dire. Ouais, ouais. C'est la base. Et alors, c'est quoi le but de la technique en fait ? Alors, le but de la réflexologie, c'est d'identifier, de soulager la cause et non pas les symptômes de troubles physiques, psychologiques, physiologiques, énergétiques, et de pouvoir aussi stimuler le pouvoir d'auto-guérison du corps. C'est-à-dire qu'en médecine traditionnelle chinoise, le corps est capable de s'auto-guérir sans passer par des traitements médicamenteux, par exemple. D'accord. Donc voilà, on a ce pouvoir-là. Mais par exemple quoi ? Un rhume ou un mal de dos ? Un rhume, un mal de dos, oui. Une migraine ? Une migraine, des insomnies, le stress. Le corps est capable de s'auto-guérir et de pallier à tout ça. Alors, comment ça marche en fait, la réflexologie plantaire ? Alors... oui. C'est pas voulu. Alors, ce soin... Elle est taquine aujourd'hui. C'est la reprise, c'est son anniversaire. C'est vrai, c'est son anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de Caro. Massage obligatoire après. Ah voilà. On enlève les chaussures. Et voilà. Alors, tu cherches. Tu trouves ? Je fais que sourire. Oui, souris. Pardon, alors, donc comment ça marche, s'il vous plaît ? Donc ça marche comment ? Alors c'est une science qui repose sur la théorie que l'ensemble des systèmes du corps humain, système digestif, respiratoire, digestif, musculaire, urinaire, est représenté sur le pied. Donc caractérisé en zone réflexe ou en point réflexe. Ensuite, donc, je vais prendre un exemple. Imaginons le foie subit, soit c'est en hyperactivité ou justement en sous-activité. Donc l'énergie du système digestif est entravée. Donc les flux énergétiques circulent mal. Donc ce blocage se répercute sur un point bien précis sur le pied. Donc maintenant c'est le travail du réflexologue ou du praticien de stimuler ce point pour en dissiper la tension. Et ensuite, donc, de refaire tout circuler. Donc, il y a des protocoles bien précis. Ah oui, c'est une réelle carte du corps. Voilà, une cartographie bien précise du pied. Et aussi une gestuelle bien précise qui s'appelle, je ne sais pas si on voit sur... voilà, donc là, on voit donc là, c'est des points. Les points, on est sur la zone du plexus solaire, par exemple, ici. Et ensuite, donc, ça s'appelle la digitopression. La digitopression qui se... Je vais vous montrer sur la main. Voilà. Oui. Je ne peux pas mettre mon pied sur la table parce que je suis pas assez souple. Vous voyez, c'est un mouvement de reptation, ce qu'on appelle. C'est un mouvement de chenillement. Donc c'est constamment en pression sur les zones réflexes. Ce n'est pas un effleurage, ce n'est pas un massage. C'est constamment en dépression pour dissiper les tensions. Alors très rapidement pour terminer, les bienfaits et les contre-indications. Alors bienfaits, ils sont nombreux. Oui. Je vais dire les principaux. Déjà, c'est un moment de relaxation intense, profond. Voilà, on est en fin de journée. On imagine rien que le fait d'enlever notre chaussure le soir, voilà, déjà ça nous fait un bien immense. Donc déjà se faire masser le pied pendant 1 heure, c'est un moment très agréable. Ensuite, déjà il y a un shoot d'hormones qui se produit lors de tout massage. Le cerveau va commencer à sécréter la dopamine, va libérer des endorphines dans le sang. Donc endorphines, sérotonine, ocytocine. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sensation de bien-être. Pour les personnes qui souffrent de retour veineux, de mauvais retours veineux, ça favorise la circulation sanguine, favorise la circulation lymphatique.
Et aussi, c'est une technique qui est de plus en plus utilisée dans les milieux aussi hospitaliers. Donc en service notamment d'oncologie, le service hospitalier est de plus en plus formé à la réflexologie plantaire, à l'hypnose, et à toutes ces sortes de soins, on va dire non médicamenteux, pour pouvoir passer soulager, accompagner les patients. Voilà, accompagner le passage. C'est très bien la réflexologie plantaire, on aime bien. Ouais. On aime beaucoup. Alors, bougez pas, Georges. Oui. On va parler de sophrologie et de sommeil, parce que apparemment, ça fait bon ménage, la sophro et le sommeil. Alors, il faut savoir quand même que 73% des Français souffriraient de troubles du sommeil. Donc, faut donner une solution. Il faut que je la donne là. Oui, mais non. Nous aider. Je donnerai quelques astuces parce que les problématiques sont différentes d'un individu à un autre. Alors, quelles seraient les causes des troubles ? Une hyperactivité, une hypersollicitation quotidienne en fait, de stimulation extérieure, que ce soit dans le domaine professionnel ou privé tout simplement, selon les histoires de vie de chacun, avec peut-être aussi de l'ancien qui pourrait parler par rapport au chemin de vie que les personnes ont rencontré. Et de manière plus prosaïque, il y a aussi les écrans, le téléphone. Oui, bien sûr. La lumière bleue. Ça reste une sollicitation extérieure, en fait. On est tout le temps sollicité, que ce soit pour les achats ou les activités, enfin voilà quoi. Et du coup, qu'est-ce que la sophrologie amènerait à ce sommeil ? Elle apporterait déjà une diminution du stress. Sommeil, pardon. Ouais. Du stress, puisque toute cette stimulation génère un stress quasi permanent. Alors le stress, c'est quelque chose de bon, sauf que quand il est mal dosé, ça peut devenir contraignant et apporter des comportements récurrents. Qui peuvent justement bloquer les personnes dans leur quotidien, qui peuvent amener aussi à la procrastination. Voilà. Et oui, parce que tout ça est lié. Oui, tout ça est lié. Et du coup, la sophrologie, en diminuant le taux de stress, permettrait à chaque individu, en fait, de retrouver un état harmonieux entre l'esprit et le corps, et qui l'aiderait à l'endormissement. Mais alors, on ne peut pas se dire, par exemple, maintenant, je vais me détendre. Ça ne marche pas comme ça. Il faut des outils. Il y a quelques outils, justement, qu'on peut mettre en place. Et d'ailleurs, je ne sais pas si on peut faire... Une démo ? Ouais. Oh, bon, je vous rassure, on n'a pas du tout le temps. Ou en image. On a une minute. Donc... Une minute, non, c'est trop court. Mais peut-être, essayez peut-être quelque chose avec Georges, mais très rapidement. Ça va être trop rapide. C'est quoi, c'est de la respiration ? Alors, voilà, on commencera par de la respiration. À la respiration, on peut associer des images mentales positives ou des mouvements synchronisés à la respiration qui vont permettre en fait de diminuer les tensions du corps, qui vont amener à une détente mentale, puisque l'un va avec l'autre et inversement. Et ensuite, tout doucement, le sujet arrive à un état de conscience modifié qu'on appelle le lâcher-prise, et c'est l'état que l'on retrouve juste avant l'endormissement. Et Isabelle, on fait ça, donc je suppose, quand on est déjà dans son lit. Ah oui, c'est ça. Non, on peut faire ça au quotidien. On peut faire un simple exercice comme ça, assis sur une chaise. Et ça va nous aider à dormir, à mieux dormir le soir ? En le répétant plusieurs fois dans la journée, c'est une préparation. C'est un peu comme la cocotte minute, en fait, que vous allez libérer un petit peu la pression. Tu le fais 10 fois, c'est bon. Un petit peu à chaque fois, plutôt qu'elle explose à la fin de... Bon, alors faire des exercices, on retrouve ça, vos conseils, bien sûr, sur Facebook. Isabelle, combien d'exercices par jour, si on veut bien dormir ? Si on fait à peu près 4 exercices de respiration, à savoir 5 minutes par exercice, on commence à préparer un petit peu sa journée, sa fin de journée à quelque chose de beaucoup plus cool. On va s'y mettre. Bon, merci beaucoup pour vos précieux conseils à vous trois. Nous, on se retrouve demain. On continue la semaine de l'Europe. Oui, avec Erasmus demain. Bisous, à demain.